Pourquoi la ligne officielle ne veut pas admettre la maladie de Lyme dans sa forme chronique? Cette analyse et décryptage font référence à une vidéo mise en ligne sur Internet. Lyme, le droit de guérir, conférence de presse, Académie de médecine, 20 septembre 2016. Plus la ligne officielle tente de minimiser la gravité de la pandémie de Lyme et réfute sa phase chronique, moins ses représentants n'apparaissent crédibles aux yeux de la population qui cherche à s'informer, tant le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, les avancées de la science ont toujours été la cible d'obscurantisme. Mais un barrage dressé contre des torrents d'évidence finit toujours par craquer car personne n'est au-dessus des lois physiques. Les maladies vectorielles à tiques, capables d'imiter toutes les autres affections, sont au centre d'une nouvelle révolution biologique car elles nous conduisent vers une meilleure compréhension des défaillances du système immunitaire exposé à des bactéries coévoluant avec celui-ci depuis toujours et capables d'intégrer leur ADN à celui de leurs hôtes, en atteignant ainsi ce qu'il y a de plus fondamental. Décryptage du point charnière de cette conférence, la prétendue non-chronicité. On nous explique que le terme chronique est inapproprié, car la chronicité correspond à la persistance d'un processus infectieux chez un patient qui a été traité. Or, si ce dernier l'a été correctement avec des antibiotiques, il n'évolue pas vers la chronicité. En revanche, il y aurait une phase tardive due au fait qu'un malade n'aurait pas été diagnostiqué à temps, ce qui impliquerait que la forme chronique n'existe pas. Aussi, à cette phase tardive ou tertiaire, mais surtout pas chronique, une infection est persistante parce qu'elle n'a pas été traitée, à laquelle se rajoutent des phénomènes inflammatoires, des phénomènes dysimmunitaires qui sont à l'origine des manifestations cliniques déjà très particulières, comme par exemple des tableaux au plan neurologique qui ressemblent à des scléroses en plaques, mais qui n'en sont pas, et sont guéris une fois traités. Je voudrais juste faire deux rappels. Je pense que le terme chronique est totalement inapproprié. Parce que la chronicité, c'est quoi? C'est la persistance d'un processus infectieux chez un patient qui aurait été traité. Soyons clairs, un patient qui a été traité correctement par les antibiotiques n'évolue pas vers la chronicité. Alors il y a une phase tardive, mais ça c'est pas une forme chronique, c'est une phase tardive qui n'a pas été diagnostiquée. Donc je souhaiterais qu'on ne confonde pas les mots, les termes. Maladie de Lyme tardive, phase tertiaire, d'accord, mais pas de maladie chronique. La maladie chronique n'existe pas. Et deuxième chose, je reviens à la phase tertiaire. Si les phases primaires et secondaires sont des phases strictement de nature infectieuse, c'est le germe qui est responsable des choses, avec l'érythème migrant, pas de sérologie positive, là on l'a dit assez, c'est clair. Dans la phase tertiaire, il y a une infection qui persiste, parce qu'elle n'a pas été traitée, et se rajoute à ce phénomène d'infection des phénomènes inflammatoires, des phénomènes dysimmunitaires qui sont à l'origine des manifestations cliniques déjà très particulières. Je vous rappelle qu'au plan neurologique, il y a des tableaux qui ressemblent à des tableaux au plan neurologique de sclérose en plaques, qui ne sont pas de la sclérose en plaques, c'est ce que j'appelle moi des pseudo-scléroses en plaques. On traite et ça guérit. Et bien entendu, vous avez des patients qui ont une sclérose en plaques, qui souhaiteraient une maladie de Lyme, ça je les comprends. J'ai vu des catastrophes, des patients qui voulaient avoir absolument une maladie de Lyme, qui avaient une sclérose en plaques, qui ont arrêté leur traitement de sclérose en plaques, qui ont pris des traitements antibiotiques. Conclusion, au bout de 3 ans, ils étaient en chaise roulante, alors que 3 ans avant, ils marchaient. Je pense qu'il faut être très prudent dans ce genre de situation. La deuxième chose, par exemple, pour la phase articulaire. La phase articulaire, on n'est pas dans la phase secondaire, on est dans une phase tertiaire où il y a des anomalies au niveau articulaire radiologique et que l'on ait des douleurs post-infectieuses, ça c'est clair. Mais la chronicité, je pense qu'il faut qu'on ait une définition claire de la chronicité. La chronicité, c'est persistance d'un agent qui continue à avoir son rôle pathogène dans l'organisme. Dans ce passage, j'attire votre attention sur cette mise en garde recevable du risque de confondre par exemple une sclérose en plaques avec un Lyme.
il arriverait des catastrophes dues à l'obstination de patients qui, refusant la réalité d'une sclérose, voudraient prendre coûte que coûte des antibiotiques pour soigner un faux Lyme. Il ne faut pas négliger cependant de signaler que des cas inverses se présentent aussi, à savoir que des malades de Lyme peuvent être diagnostiqués à tort sclérose en plaques, Parkinson ou d'autres pathologies imitées par un Lyme. Peut-être faudrait-il émettre davantage de réserves tout en reconsidérant le nombre officiel sous-évalué de malades diagnostiqués, auxquels s'additionnent les malades non diagnostiqués et oubliés, lorsque l'on avance que surdiagnostiquer Lyme est un risque observable actuellement. C'est aussi en minimisant l'étendue de la pandémie de Lyme de la sorte que l'on a abouti ces dernières années à un manque crucial de formation chez les généralistes, entraînant dans l'errance de plus en plus de victimes de cette lèpre. Par ailleurs, cela peut sembler n'être qu'un détail, mais vouloir à tout prix, en convenance, avertir des risques de surdiagnostic, alors que l'inverse semblerait logique puisque c'est Lyme qui est la grande imitatrice, marque le fait que l'on tend à établir qu'il ne s'agit là que d'une maladie émergente, secondaire, en jouant illusoirement la transparence et en déplorant la découverte lointaine de 1982 du germe responsable. Mais ce qui a été observé dans la ville de Lyme en 1975, puis mis en évidence 7 ans plus tard, n'est que la maladie en tant que telle. Cela ne signifie pas pour autant que les spirochètes de la borréliose soient apparues il y a seulement 40 ans, c'est-à-dire hier à l'échelle biologique de la vie. D'où la confusion en partie qui perdure autour de cette pathologie, dont le nom, comme le souligne intelligiblement Christian Perron, est trop restrictif car il focalise et alimente la controverse. C'est ainsi qu'il a été proposé une redéfinition plus évocatrice avec maladie vectorielle à tic. En effet, la réalité scientifique est tout autre car l'on a retrouvé des bactéries qui étaient semblables aux spirochètes de Lyme au sein de tiques fossilisées prises dans de l'ambre datant de 15 millions d'années. Par conséquent, attribuer à d'autres maladies les talents d'imitation de Lyme, en effectuant une classification des pathologies qui placerait en priorité une sclérose en plaques, un Parkinson ou toute autre altération, pourrait être un contresens nuisible à la compréhension essentielle d'un fléau universel dont le germe serait peut-être à l'origine de nombreuses affections actuelles. En revanche, il faudrait résolument encourager la recherche en se concentrant sur le dysfonctionnement du système immunitaire, mis en péril par ces bactéries dont l'antériorité séculaire leur confère une supériorité biologique. Mais il y a vraisemblablement plus d'intéressement à développer quantité de médicaments plutôt que soigner un Lyme chronique. Médicaments qui du reste ne provoqueraient pas de catastrophe distinctement d'une sclérose en plaques diagnostiquée Lyme à tort, sachant toutefois qu'en France, 15 000 décès par an seraient dus à une consommation excessive de médicaments ou à leurs effets secondaires. Pour conforter cette notion de non-chronicité mais de phase tardive de la maladie ou phase tertiaire, on nous explique également que si les tests PCR révèlent systématiquement la présence d'ADN bactérien de Borrelie dans les tissus conjonctifs, dans les tendons, etc., il serait, à contrario, démontré que la culture réalisée en aval reste toujours négative. Mais comme le souligne Christian Perron qui réagit à ces affirmations hypothétiques, encore faudrait-il être capable d'expliquer comment un germe détruit ou inexistant pourrait laisser apparaître son acide nucléique, car dès lors qu'un germe est mort, son acide nucléique est détruit. Le professeur Perron ajoute qu'il ne s'agit là que d'une élucubration qui a été inventée mais pas démontrée, en précisant que la persistance bactérienne après traitement existe bien, qu'elle est démontrée sur le plan scientifique, qu'il ne s'agit pas de résistance aux antibiotiques car l'on sait que les borrélies ont des formes persistantes et peuvent changer d'aspect, se cacher dans les tissus, dans les biofilms, et ont des cycles qui peuvent se réactiver avec des phases de multiplication. Puis il conclut qu'il existe beaucoup d'études publiées dans de nombreux journaux scientifiques de qualité qui traitent le sujet et qu'il faut par conséquent être prudent avant d'affirmer qu'il n'y a pas de persistance bactérienne. Alors vous allez me dire, mais on a trouvé de l'ADN de Borrelia dans les tissus. Oui, mais dans toutes les études que j'ai vues de la littérature, quand on trouvait dans les tissus conjonctifs, dans les tendons, de l'ADN de Borrelia par nos techniques particulières de PCR, la culture a toujours été négative derrière. Donc, qu'on trouve des brins d'ADN, ça, c'est pas un problème.
Sauf l'acrodermatite, mais on n'est pas dans une forme chronique, on est dans une forme chronique. Elle est tertiaire, c'est la forme tardive, et il y a dans la peau de l'acrodermatite non traitée, il y a des boréliens. Mais dans les autres cas, il n'y a que de l'ADN de boréliens. Alors juste, Christian Perron, puis après je vous donne la parole. Il y a quand même des publications qui montrent que à la fois chez les animaux et chez les humains qui ont reçu plusieurs mois d'antibiotiques, les boréliens peuvent persister, y compris une étude chez le singe qui le montre très bien, il y a eu des études chez l'homme. Alors je suis d'accord, il y a la PCR, mais il faut m'expliquer comment, quand il y a un germe qui est présent avec son acide nucléique, il n'est pas vivant, parce que si un germe est mort, on ne voit plus l'acide nucléique, il est détruit. Ça, c'est une élucubration qui a été inventée, mais qui n'a pas été démontrée. Donc je crois que la persistance bactérienne après traitement, elle existe, elle est démontrée sur le plan scientifique, ce n'est pas de la résistance aux antibiotiques. On sait que les boréliens ont des formes persistantes qui peuvent changer de forme, qui peuvent se cacher dans les tissus, les biofilms, et qui ont des cycles et qui peuvent se réactiver avec des phases de multiplication. Il y a beaucoup d'études publiées dans des bons journaux scientifiques là-dessus, donc il faut être prudent avant de dire qu'il n'y a pas de persistance bactérienne. Comme je l'explique également dans ma vidéo intitulée « Maladie de Lyme, synthèse », qui ne fait que reprendre les explications ici du professeur Perron ainsi que la littérature scientifique qui fait preuve d'indépendance intellectuelle, on sait que les spirochètes de la Borréliose sont capables de se soustraire dans des kystes microscopiques formés temporairement, de façon à ce que leurs agents pathogènes soient protégés des antibiotiques au cours d'un traitement, puis de se réanimer en foisonnant lorsque le milieu redevient plus favorable. Par conséquent, le fait de trouver de l'ADN bactérien dans les tissus et qu'en parallèle la culture ne mette jamais en évidence de Borrelia n'a rien de surprenant puisque ces dernières ont la faculté de se dérober en changeant de forme et en se dissimulant dans ces kystes. Et pour illustrer cette élucubration qui consisterait à la présence d'ADN bactérien sans bactéries, imaginez qu'un trappeur voyant des traces de renard sur la neige mais n'apercevant pas le goupil trop rusé pour se faire piéger, conclurait qu'il n'y a pas de renard. Alors pourquoi la ligne officielle s'évertue-t-elle à démontrer que Lyme est une pathologie qui le plus souvent serait bénigne et qui ne justifierait que 2 à 4 semaines d'antibiotiques? D'une part, la sous-évaluation officielle qui maintient une partie de la population dans l'insouciance en abondant dans le négationnisme, ainsi que les conflits d'intérêts qui en sont à l'origine, compromettent toute objectivité. D'autre part, une telle instance et insistance qui réfute de manière aussi catégorique la forme chronique du Lyme et impose à ses pairs de substituer cette expression par phase tardive ou phase tertiaire, ne peut qu'attirer l'attention et éveiller les consciences. Car cela fait apparaître la clé de voûte de cette soi-disant conférence qui, sous couvert de volontarisme scientifique, s'apparenterait davantage à un accord tacite avec le ministère. Cette séance qui a été, je crois, très importante puisque le ministère va prendre des décisions bientôt, vous le savez, et très importante aussi pour faire avancer la science. Merci de votre présence. Effectivement, l'attribution de maladie chronique en termes d'assurance maladie peut suggérer une ALD qui signifie affection de longue durée. Or, qui dit ALD dit 100% de prise en charge. Mais une telle avancée sociale impliquerait indubitablement, dans le même temps, le passage à la trappe de toute la panoplie des examens onéreux et des médicaments inutiles prescrits jusqu'alors sur du long terme chez les malades de Lyme qui s'ignorent. Enfin, il semble incompréhensible, alors qu'on a de cesse de clamer qu'il faut impérativement limiter les dépenses de santé publique et que progressivement les remboursements de soins s'amenuisent, que les caisses primaires d'assurance maladie puissent harceler des médecins sous prétexte que ceux-ci dépasseraient le protocole des 4 semaines d'antibiotiques pour le traitement de Lyme, alors que ces derniers leur font réaliser d'importantes économies, étant donné qu'un malade de Lyme chronique pris en charge ne vagabonde plus de spécialiste en spécialiste, ni de radiologue en radiologue. Pour conclure, décryptage de la soi-disant infamie des tests allemands. On nous explique ici que les tests allemands, frottis, produisent des clichés affreux sous prétexte que les globules rouges sont crénelés, que des taches, des impuretés et des poussières apparaissent, que de surcroît l'interprétation est totalement dithyrambique, car on vous diagnostique de l'acidose, des aspergillus, des mycormycoses, des babesia et des spirochètes considérées à tort comme étant celles du Lyme, c'est-à-dire des Borrelia, car spirochète n'est que le nom générique de ce type de bactérie.
et l'on conclut que tout cela est affreux, que l'interprétation est totalement nulle, qu'il est honteux de faire des tests pareils et surtout de faire payer plus de 120 € pour un truc infâme. Juste une remarque concernant ces tests allemands. J'ai quelques images, mais je les vois assez régulièrement puisque les patients ont la facilité d'aller faire les tests en émail chez nous. En pratique, c'est des frottis. On prend une goutte de sang et on l'étale sur une lame. Les frottis, les photos des frottis que je vois sont absolument affreux. Ces clichés sont affreux. Les globules rouges sont crénelés, sont déformés, il y a des taches, il y a des impuretés, des poussières. Et alors l'interprétation est totalement dithyrambique. On vous diagnostique de l'acidose, on vous diagnostique des aspergillus, des mucormycoses et des spirochètes. Et la conclusion, les spirochètes, moi je ne les ai pas vus sur les lames, je vous le dis tout de suite. Les spirochètes, ils disent que ce sont des borrelia. Parce que le spirochète, c'est, je vais dire le nom générique, une borréliose, c'est un spirochètacé. Et des babésias. Et alors il y a des babésias, mais c'est affreux. L'interprétation est totalement nulle. Je pense que c'est honteux de faire des tests pareils, et surtout de les faire payer plus de 120 €. Plus de 120 €. Pour un truc, mais infâme. Infâme. C'est honteux. Il semblerait que ces frottis pratiqués en Allemagne soient ici assimilés au test de la goutte épaisse qui est sensiblement différent. Si ce test de la goutte épaisse est un truc infâme qui fournit des informations erronées, que dire comparativement du test ELISA internationalement validé, mais dont les interprétations ne risquent pas d'être dithyrambiques tant il produit de faux négatifs? Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que si la phase chronique est occultée, l'emploi du test ELISA ne peut qu'alourdir les carences en diagnostic clinique, abandonnant les malades à l'errance médicale et aux formes sévères de Lyme, avec son cortège de co-infections. D'autant que cette dénégation autoritaire se traduit pour les malades et pour l'assurance maladie par des dépenses infiniment supérieures à celles engagées pour un test de la goutte épaisse pratiqué au microscope, dont il a été décrété de façon arbitraire qu'il manquait de validation, faisant bel et bien l'objet d'obscurantisme contrairement à ce qui est affirmé au cours de cette conférence. Peut-être ce test officialiserait-il trop de malades. En dernier lieu, je souhaiterais revenir sur un mot mal employé concernant le dénigrement de ce test allemand, dont l'interprétation est qualifiée ici de dithyrambique. Dithyrambique vient du grec dithyrambos, qui signifie cantique à Dionysos, qui correspond au dieu romain Bacchus, et en littérature, dithyrambique signifie très élogieux ou enthousiasme à l'excès. Or, être scientifique, c'est aussi avoir un langage adapté, précis, même sobre, au risque sinon de sombrer dans la caricature, la dérision ou le burlesque. Disproportionné, disputable, discutable, divagante, dissuasive, etc. aurait été approprié. En conséquence, ce mot dithyrambique a été glissé au moment opportun d'une conférence dont les conclusions ont influencé directement le ministère dans ses décisions. Si l'emploi d'un tel vocabulaire a pu faire illusion, il était impropre dans ce jugement prétendument scientifique, dont la charge était censée être rationnelle et non émotionnelle.